Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre organise une réunion de concertation. Toujours dans l'actualité nationale, atelier sur la promotion des droits de l'homme dans le contexte des entreprises à Djibouti organisé par le droit de l'homme et le ministère de la Justice. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ordre civil commence à s'effondrer à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, dans une initiative qui incarne la position de la République de Djibouti aux côtés de ses frères en Palestine, qui sont sans relâche ciblés par la machine à tuer israélienne depuis le 7 octobre dernier, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a rencontré ce matin des hauts responsables des banques opérant sur la scène nationale. Eh bien, au cours de cette réunion, à laquelle ont assisté le secrétaire général, le premier... M. Naguib Abdellah Kamil, il a été décidé d'ouvrir un compte bancaire en solidarité avec le peuple de Gaza intitulé Solidarité pour la Palestine, supervisé par le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs. Cette initiative louable, exemplaire, permet aux citoyens djiboutiens de contribuer à alléger la souffrance des Palestiniens à la lumière de la poursuite de l'agression brutale israélienne contre la population de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, où les forces israéliennes commettent quotidiennement des crimes de guerre et des massacres qui ont jusqu'à présent causé la mort de plus de 8000 personnes, dont plus de 3000 enfants. Eh bien, la République de Djibouti, comme de nombreux pays arabes et islamiques, depuis le début de cette agression flagrante, a publié les communiqués fermement formulés dans lesquels elle exprime sa condamnation de ce que subissent nos frères en Palestine et des graves violations commises par les forces d'occupation israéliennes, qui constituent une violation du droit international humanitaire. Appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à obliger Israël à cesser les massacres contre le peuple palestinien. Il convient de noter que le gouvernement israélien avait explicitement rejeté la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un cessez-le-feu en faveur de laquelle 120 pays ont voté et poursuit toujours ses attaques terrestres, maritimes, aériennes contre la bande de Gaza, défiant ainsi le monde international. Pour sa part, la République de Djibouti a toujours soutenu la cause palestinienne et contournera à le faire pour arriver à une solution juste et globale, garantissant le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à la solution à deux États à l'initiative des paix arabes et aux résolutions légitimes de la communauté internationale. Et bien, depuis le déclenchement des bombardements de la population civile palestinienne de Gaza par les forces d'occupation israéliennes, le bilan des victimes civiles augmente sans cesse, avec comme le dernier bilan état de 8000 personnes, majoritairement des civils, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Des milliers de bâtiments ont été rasés dans ce territoire surpeuplé de plus de 2,4 millions d'habitants, dont plus de la moitié a été déplacée. Eh bien, la République de Djibouti a condamné avec la plus grande fermeté le massacre de la population civile de Gaza et la destruction des infrastructures publiques et le blocage de l'aide. Ainsi, la République de Djibouti demande à la communauté internationale d'abandonner toute partialité et double standard dans l'application du droit international humanitaire. Eh bien, lorsqu'il s'agit des actes criminels commis par l'État hébreu contre le peuple palestinien, frère et sans défense, la République de Djibouti demande instantanément une action internationale sérieuse, décisive, pour assurer une protection immédiate des civils innocents, la livraison d'aide d'urgence à la population civile de Gaza, ainsi que pour contraindre l'État d'occupation à mettre fin à son agression brutale et à sa guerre dévastatrice contre la bande de Gaza. Une guerre qui constitue une tâche honteuse sur le front de l'humanité. Eh bien, suite à la réunion de concertation à la primature qui s'est tenue, déjà certaines banques ont ouvert des comptes pour participer à la solidarité avec la Palestine. En ce moment, on critique la solidarité envers nos frères et sœurs en Palestine est plus que cruciale que jamais. Face à la situation humanitaire préoccupante qui prévaut à Gaza, nous annonçons avec profonde préoccupation que l'ouverture des premiers comptes bancaires dédiés à soutenir le peuple palestinien ont été faites. Eh bien, le Saba Bank est fier d'annoncer la création du compte numéro 589 367, spécifiquement destiné à collecter des fonds pour aider nos compatriotes palestiniens à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés quotidiennement.
De même, la Banque de dépôt de crédit de Djibouti est déterminée à apporter son soutien à cette noble cause en mettant en place au compte 0013 113 L35 DJ 001 pour recueillir des contributions. Les fonds collectés seront utilisés pour fournir une aide vitale, notamment des soins médicaux, des denrées alimentaires, d'eau potable, des abris et un soutien éducatif aux communautés touchées. Il est temps de montrer notre solidarité envers nos frères et sœurs palestiniens qui traversent des moments extrêmement difficiles. Nous nous encourageons à faire des dons généreux et à partager cette initiative avec vos proches, collègues et amis. La solidarité transcende les frontières et les différences. En soutenant cette initiative, nous œuvrons pour un monde plus équitable et pacifique. Eh bien, comme je vous disais, les Nations Unies avertissent que l'ordre civil a commencé à s'effondrer à Gaza. Des milliers de personnes ont pillé des entrepôts alimentaires durant le week-end. L'agence des secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient déclare que l'aide humanitaire acheminée depuis l'Égypte est loin d'être suffisante. L'agence indique également que 59 membres de son personnel sont morts depuis le début du conflit. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de nouveau appelé dimanche à la libération immédiate des otages à Gaza et à un cessez-le-feu humanitaire. L'acheminement de l'aide à Gaza est bloqué depuis que le conflit a éclaté le 7 octobre dernier. Retour à Djibouti, où le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a reçu au salon d'honneur de la primature l'ambassadeur du Japon, Umio Utsuka, en présence du conseiller technique, Hassan Mohamed Kamil. L'ambassadeur Umio Utsuka quitte Djibouti le 7 novembre prochain, après, selon lui, une période très riche et 3 années en tant que diplomate à Djibouti, et remercie le Premier ministre de son soutien constant durant ses séjours. De plus, l'ambassadeur mentionne la coopération du Japon pour soutenir Djibouti dans le domaine du génie militaire et rappelle le caractère exceptionnel de cette initiative qui est le premier de ce type en Afrique et le troisième dans le monde. Toutefois, il regrette ne pas pouvoir assister à l'inauguration prochaine du bac ferry de Tadjoura. De son côté, le Premier ministre a félicité le diplomate en qualifiant son travail d'une mission couronnée de succès. Au cours de ces échanges, le Premier ministre a évoqué des sujets qui préoccupent notre pays, parmi lesquels l'usine de dessalement sur la côte de Korangal, les études sur les énergies renouvelables pour l'irrigation, l'alimentation des cheptels et la culture des fruits et légumes avec la recherche d'un partenariat privé pour permettre la réussite de ce projet. Eh bien, toujours dans ce cadre de fin de mission du diplomate à Djibouti, l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, M. Otsuka Umio, a été reçu aujourd'hui au Salon d'honneur de la représentation nationale de l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Ismaël Goulel Aboudine. Durant les 3 années écoulées, l'ambassadeur Utsuka Umio a été accrédité en République de Djibouti, période au cours de laquelle il a œuvré inlassablement à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux nations. Et bien lors de cette rencontre, les deux parties ont eu l'opportunité de faire une rétrospective approfondie des relations bilatérales, mettant en lumière les réussites notables et les progrès significatifs accomplis. Le président de l'Assemblée nationale a en effet tenu à exprimer sa sincère gratitude à l'ambassadeur, saluant son engagement sans faille et son effort au renforcement des liens entre nos deux pays. Autre actualité dans ce 22 heures, je vous le disais dans le titre, sous le haut patronage du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Badon, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé un atelier des entreprises et des droits de l'homme afin de promouvoir les droits de l'homme dans le contexte des entreprises à Djibouti, à l'hôtel Escale International. Cet événement représente plutôt une avancée significative dans la protection des droits de l'homme. Cet atelier a vu la participation du ministre des Infrastructures et des Équipements, M. Hassan Ahmed, de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane, de la ministre déléguée des Investissements, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, ainsi que des parlementaires, des experts internationaux de renommée, des représentants d'entreprises locales et internationales, des parties prenantes clés, des représentants de la société civile et des experts juridiques. À l'issue de cet événement a eu lieu à la table ronde des débats, des présentations, des témoignages et des discussions interactives dans le but de favoriser un dialogue constructif et de trouver des moyens concrets
pour renforcer la protection des droits de l'homme dans le domaine des affaires. Qu'une société ne peut se dire civilisée, développée, sans qu'elle donne une attention particulière à la question des droits humains. C'est vrai que notre pays a progressé dans beaucoup de domaines sur les droits humains. Toutefois, ce thème des droits de l'homme dans le milieu des entreprises est un thème nouveau. Beaucoup de nos compatriotes se demandent qu'est-ce que fait les droits de l'homme, qu'est-ce que font les droits de l'homme dans le milieu des entreprises. On devrait parler peut-être de rentabilité, des rendements, du droit du travail. Qui dit droit du travail dit droits humains. Pour permettre un développement durable à l'ensemble de la société. C'est en travaillant ensemble et en développant ensemble ces thèmes que nous allons atteindre ou parvenir à créer une société djiboutienne harmonieuse. Eh bien, comme je vous le disais, ce programme organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec le bureau local du PNUD offre une plateforme d'échange pour aborder les défis actuels liés aux droits de l'homme dans le contexte des entreprises ainsi que les meilleures pratiques et les opportunités pour renforcer ces droits. Écoutons-les. En qualité de représentant du secteur privé et de la Chambre de commerce de Djibouti, c'est aussi une gratitude que j'exprime toujours aux côtés de la Commission nationale des droits de l'homme pour sa collaboration et l'efficacité que nous mettions ensemble dans ces programmes. La prospérité économique et les droits de l'homme sont deux piliers qui, bien qu'apparemment distincts, sont étroitement liés. Parce que l'entreprise, en tant que vecteur de développement économique, a le devoir non seulement de générer des profits, mais aussi de veiller au respect des droits et la dignité de chaque individu. Nous vivons à une époque où les entreprises jouent un rôle prépondérant dans notre économie et donc dans notre société. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce matin à l'occasion donc du lancement de la seconde phase de cette initiative qui établit un lien entre les entreprises et les droits de l'homme. Personnellement, je crois fermement que cette initiative a un potentiel pour contribuer au rayonnement déjà important de Djibouti au niveau économique, tant au niveau régional qu'au niveau international, et ceci en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable. Et c'est pour cela que je voudrais exprimer à ce stade de mon propos ma profonde gratitude à la Commission nationale des droits de l'homme et à la Chambre de commerce pour leur engagement dès le début quand nous avons commencé à discuter sur cette initiative. Le thème « Entreprise et droits de l'homme » représente donc un renforcement de la collaboration entre le secteur privé et les institutions dédiées aux droits de l'homme pour que, comme a dit le Président, les entreprises commerciales qui ont un potentiel et qui sont un moteur de développement durable et un moteur de croissance puissent également promouvoir dans leur activité les questions de droits de l'homme. Eh bien, écoutons le ministre des Transports lors de cet atelier. Le respect des droits de l'homme dans les entreprises de transport est une condition sine qua non pour la réussite du business and human rights. Djibouti étant particulièrement un hub régional où transitent des marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne, notre pays doit promouvoir le respect des droits de l'homme dans le milieu du transport. Le développement économique ne doit pas se faire au détriment de l'humain. Les conséquences environnementales sonores de rejets de polluants doivent être combattues. Les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses sont à proscrire. Nous devons adopter des programmes et mesures forts afin de prévenir les rejets de quantités d'hydrocarbures et de substances polluantes.
les entreprises doivent adopter des politiques internes vers les droits de l'humain, s'assurer des conditions dans lesquelles elles opèrent, la probité des sous-traitants auxquels elles font appel doit être surveillée, la responsabilité morale des entreprises par des engagements forts à travers des chartes et vivement recommandées. Eh bien, comme je vous le disais, l'objectif principal de cette discussion est de souligner l'importance des droits de l'homme dans le développement du secteur des entreprises. Écoutons le ministre de la Justice. On parle aujourd'hui de droits de l'homme et de l'entreprise. Je commencerai mes propos en disant que le droit de l'homme, c'est d'abord un droit à la paix, à la sécurité et à l'emploi, après l'éducation et la santé. L'emploi doit être une chance pour tous, dans des conditions égales, équitables et transparentes. Je m'adresse au président de l'autorité de Port-au-Franche, qui représente aujourd'hui les entreprises publiques, qui ne sont qu'un démembrement de l'État, pour que les entreprises publiques procèdent au recrutement de manière transparente et surtout qui donnent plus d'espoir et de chances à nos jeunes en faisant des appels d'offres, des communiqués. Parce qu'un jeune diplômé qui ne sait pas où s'adresser pour trouver du travail, il n'y a rien de pire. C'est le désespoir absolu. Il est important que nos jeunes sachent qu'ils sont recrutés, s'ils sont compétents, et selon les postes disponibles. Il ne s'agit pas de surcharger les établissements publics qui sont déjà surchargés, mais d'être porteurs d'espoir pour nos jeunes. Il y va également de la Chambre de commerce, qui, malgré qu'elle soit représentante du secteur privé, est une institution publique. Donc j'exhorte nos établissements publics et entreprises à faire appel à des appels d'offres pour recruter les jeunes, pour que chacun puisse rêver et espérer travailler dans son pays. C'est très important. Un autre élément me paraît important aujourd'hui d'aborder, c'est la question des parrainages des activités par nos entreprises, que ce soit les sportifs, les artistes, les autres créateurs. L'État met beaucoup de moyens avec notamment ce qui s'appelle CLÉ, le centre de leadership des entreprises, avec l'autorité de Port-au-Franche, pour encourager les jeunes à développer, avec l'ODPIC, pour encourager les jeunes à créer leur propre entreprise. C'est seulement avec l'appui du secteur privé que ces choses peuvent se développer. Donc j'appelle également le secteur privé à contribuer plus en parrainant d'abord les entrepreneurs et ensuite, toujours dans le cadre de donner de l'espoir aux jeunes, les sportifs, les artistes et autres producteurs de patrimoine national. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat qui a organisé ce matin, en étroite collaboration avec les différents départements ministériels, un dialogue avec la jeunesse axé sur l'entrepreneuriat. La journée était riche en enseignements pour les jeunes ambitieux de montrer leurs propres projets. Une thématique au cœur des préoccupations des jeunes qui est l'entrepreneuriat, l'exploration de l'industrie créative, initiative noble qui permet pour les officiels d'écouter les jeunes à créer et à s'épanouir et à contribuer au développement socio-économique. Nous avons eu comme Amine Ahmed, cofondatrice d'entreprise, M. Abdel Idriss Youssouf, des restaurants atypiques, et M. Mahmoud Idriss Khaire, société CEDC, et Jean-Pierre de Kiki Drop, ont toutes et tous partagé leur expérience et leur parcours entrepreneurial. Eh bien, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, a également représentant de la ministre, a dans son intervention félicité les organisateurs, les parties prenantes des différents départements ministériels, les jeunes PDG des entreprises qui ont répondu présents à l'appel à l'invitation qui les a honorés. Ont participé à cet événement, outre le ministre de l'économie, M. Ilyas Mousdouale, le représentant du ministère de l'économie numérique, des hauts responsables des clés, les jeunes PDG des entreprises, ainsi que des jeunes venus en masse pour assister à cet atelier riche en leçons. Eh bien, le ministre de l'économie, M. Ilyas Mousdouale, a de sa part félicité les jeunes PDG des entreprises qui ont eu l'honneur d'être des panélistes. Je suis très content de voir des jeunes PDG des entreprises ou des start-up raconter plutôt avec joie en apportant des témoignages poignants sur leur parcours entrepreneurial pour des jeunes ambitieux capables de prendre la relève de demain, a-t-il conclu. Écoutons-le. Travailler ensemble pour s'assurer que nous offrons
un service à nos concitoyens, à nos compatriotes et surtout à cette jeunesse qui a besoin de nous. C'est pour cela qu'on a initié ce dialogue. C'est pour cela que c'est votre dialogue et vous avez besoin de dire les choses telles que vous le ressentez. Nous, on doit nous retrouver, s'assurer que nous apportions des réponses à ces différentes doléances. Ce n'est pas qu'on va répondre à tout, mais en tout cas, on va réfléchir ensemble pour répondre au maximum de vos aspirations à venir. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail entre nous-mêmes, c'est un travail entre vous et nous, et c'est un travail entre Djiboutiens. Tous, nous ne serons pas entrepreneurs. On est en train d'encourager à ce qu'on puisse lancer notre jeunesse vers l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Alors, on ne sera pas tous entrepreneurs aussi. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Le peu d'entrepreneurs solides, créés, accompagnés, réussissants à Djibouti, c'est eux qui vont employer le maximum de jeunes. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors du dialogue avec la jeunesse sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes à l'événement organisé par le Centre des leaderships, mais également en partenariat avec différents ministères. C'est un dialogue avec la jeunesse et j'ai été honorée d'être panéliste dans le cadre de l'atelier, le premier atelier en lien avec l'entrepreneuriat et la création de l'emploi. C'était un réel plaisir. J'ai eu l'occasion de témoigner de mon parcours entrepreneurial, mais j'ai également eu l'occasion de répondre à plusieurs questions posées par les jeunes qui étaient extrêmement intéressés par l'entrepreneuriat. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la République turque fête son centenaire. Fondée il y a 100 ans grâce à la détermination et à la persévérance du grand leader Gazi Mustafa et ses amis. À cette occasion, l'ambassade de Turquie a organisé hier une soirée pour célébrer la fête nationale de leur pays au Sheraton Hotel. Ont participé à cette soirée de la célébration du 100e anniversaire de la République turque plusieurs membres du gouvernement, des ministres, des parlementaires, des diplomates étrangers. L'année 2023 est aussi le 10e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade de Turquie à Djibouti, sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan et du président de la République de Djibouti, M. Ismail Omar Guelleh. Le diplomate turc a rappelé les relations d'amitié qu'entretiennent la Turquie et Djibouti en précisant des progrès remarquables dans tous les domaines sur la base des liens historiques et fraternité et des principes de respect mutuel et de bénéfices communs. Tout à fait autre chose cette fois-ci. La semaine dernière, Mme Anne Lovergon, une éminente figure dans le monde de l'entreprise et du leadership, a été chaleureusement reçue à Djibouti par la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali. Cette visite visait suite à une rencontre mémorable à Vivatech 2023, le salon parisien de l'innovation des startups, où Mme Lovergon avait brillé pour sa présence remarquée. Le ministère de l'économie numérique et de l'innovation de Djibouti a invité Mme Lovergon à partager son expertise dans le domaine de l'innovation, dans l'espoir de consolider une potentielle collaboration fructueuse entre la République du Djibouti et la France. Mme Lovergon, de son côté, partageait son point de vue sur Djibouti en tant que hub stratégique qui pourrait également devenir un centre névralgique de l'innovation et la mise en exergue la nécessité de repenser les modèles économiques pour favoriser le développement de l'innovation. Cette rencontre entre Mme Lovergon et la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, suscite un vif enthousiasme quant aux futures collaborations dans le domaine de l'innovation. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, un camion semi-remorque éthiopien transportant un conteneur de 40 pieds provenant de la capitale vers la direction de l'Éthiopie s'est renversé sur la route numéro 1, notamment à la montée du village de Wea, et bloque entièrement la route. Des contestations feront l'état que le camion en question ayant défaut de lock de sécurité et lors de son passage sur le virage, il a pris le virage de plein fouet. Avec le poids de chargement, le conteneur est écarté de sa position initiale, ce qui a causé le déséquilibre du camion en circulation.
Bien, le camion s'est renversé sur le flanc gauche. Aussitôt, la grue de l'escadron de la sécurité routière est rapidement transportée sur le lieu à l'entame de l'opération relative au dégagement des voies. Et pendant l'opération, la régulation a été systématiquement dressée sur le sens de circulation et les trafics routiers ont été déviés sur la piste de déviation. Ensuite, ce camion semi-remorque et son conteneur de 40 pieds sont été enfin dégagés sur la route. La circulation s'est rétablie librement. Enfin, l'opération de la grue s'est achevée avec succès à 15h30. Profitant de cette occasion, l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie exhorte tous les usagers de la route au respect du code de la route et à la vérification régulière de l'état des véhicules. Direction le sud où le football embrasse la ville de Dikil avec l'inauguration du tout premier terrain synthétique de football 7x7. Cette installation dotée d'une pelouse synthétique de qualité supérieure est entourée d'un grillage impressionnant jalonnant des poteaux solaires scintillants dénommés Futsal Okar. Ces projets audacieux ont été rendus possibles grâce à l'engagement financier d'un entrepreneur local, véritable figure emblématique de la région de l'unité. La supervision de ces terrains a été assurée par M. Mohamed Ibrahim Guélé et sera assurée par le président des jeunes entrepreneurs de la région, Mohamed Ibrahim Guélé. L'inauguration de ce joyau sportif a été marquée par la présence des personnalités éminentes, dont le préfet de Dikil, Hassan Abdiroble, et le président du conseil régional, Mahal Hussein Ahmed. Ils ont eu l'honneur de donner le coup d'envoi du tout premier match disputé sur cette pelouse synthétique en mettant en scène l'équipe des 3e division de Dikil. La participation à l'événement de M. d'un entrepreneur national qui joue un rôle actif dans la dynamisation des développements de sa région fut l'honneur pour cette occasion. Cette journée mémorable a également été riche par une rencontre amicale des vétérans réunissant un éventail de dignitaires locaux, parmi lesquels figuraient le préfet de Dikil, le président du conseil régional, le chef de détachement de la police de Dikil, le sous-directeur régional du secrétariat d'État du sport, le président de la Ligue régionale de football, ainsi que les cadres régionaux et les fervents amateurs de football. Ces terrains synthétiques Okar représentent une étape historique pour Dikilville avec des frais d'utilisation raisonnables par match. La pérennité de cette installation est assurée. Il est clair qu'au lieu d'exception deviendra le point de ralliement incontournable des passionnés de football de la région, renforçant ainsi la place du football dans le cœur de Dikil. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors de l'inauguration de ce terrain. En gazon synthétique à Dikil, ce terrain a été construit et financé, équipé par un particulier, un Dikilois. Et cette infrastructure, il renforcera la capacité d'infrastructures sportives dans la région de Dikil. Nous encourageons l'initiateur et nous demandons les autres commerçants ou entrepreneurs de suivre l'exemple de ces particuliers. Dans l'actualité internationale, le 27 octobre, le campus de l'Université de Zambie a abrité le Salon de l'Emploi. L'ambassadeur de Chine en Zambie, le chancelier par intérim de l'Université de Zambie, les directeurs chinois du Zambien de l'Institut Confucius ont assisté à l'événement. Ainsi, des milliers de demandeurs d'emploi discutaient avec ces recruteurs lors du Salon de l'Emploi à l'Université de Zambie, à Lusaka en Zambie. Les entreprises chinoises ont organisé ce salon d'une journée à Lusaka pour les demandeurs d'emploi potentiels des diverses universités. Ces étudiants remplissent ces formulaires lors du Salon de l'Emploi à l'université. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.